Bonsoir à tous, bienvenue sur C8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un roman de Honoré de Balzac qui s'intitule La femme de 30 ans. Alors, ce roman est divisé en 6 parties. Nous en sommes toujours au premier chapitre qui s'intitule Première faute. Alors, brièvement, c'est l'histoire de la marquise Julie de Chastillon qui épouse le colonel Victor d'Aiglemont. Après même pas un an après ce mariage, elle se rend compte que cet homme est horrible avec elle et on peut même parler de viol et de brutalité à son égard. Et elle déprime complètement, elle a finalement une petite fille avec lui. Et là, dernièrement, dans ce chapitre, il la trompe avec Madame de Sérisy. Et du coup, elle est un peu... non seulement il ne s'occupe plus d'elle, mais en plus, pour le peu qu'elle est avec lui, ce ne sont que des brutalités. Donc voilà. Et il y a Arthur. Elle rencontre Arthur, Lord Grenville, qui est un Anglais, qui est médecin, qui veut s'occuper d'elle et qui veut absolument la soigner, parce qu'elle est dans une dépression, une grande dépression. Et ils partent du coup, tous les trois, avec aussi Monsieur d'Aiglemont, dans le sud de la France. Et elle s'emporte, elle se sent beaucoup mieux depuis. Et je vais poursuivre donc à ce moment-là. Bon, elle aime un peu Monsieur le Lord Grenville également. Mais bon, je poursuis à cet endroit-là et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. La marquise avait paru recevoir les soins intelligents d'Arthur, avec tout l'égoïsme d'une Parisienne habituée aux hommages, ou avec l'insouciance d'une courtisane qui ne sait ni le coût des choses, ni la valeur des hommes. Et les prise au degré d'utilité dont ils lui sont. L'influence exercée sur l'âme par les lieux est une chose digne de remarque. Si la mélancolie nous gagne infailliblement lorsque nous sommes au bord des eaux, une autre loi de notre nature impressible fait que sur les montagnes, nos sentiments s'épurent. La passion y gagne en profondeur ce qu'elle paraît perdre en vivacité. L'aspect du vaste bassin de la Loire, l'élévation de la jolie colline où les deux amants s'étaient assis, causaient peut-être le calme délicieux dans lequel ils savourèrent d'abord le bonheur qu'on goûte à deviner l'étendue d'une passion cachée sous des paroles insignifiantes en apparence. Au moment où Julie achevait la phrase qui avait si vivement ému Lord Grenville, une brise caressante agita la cime des arbres, répandit la fraîcheur des eaux dans l'air, quelques nuages couvrirent le soleil et des ombres molles laissèrent voir toutes les beautés de cette jolie nature. Julie détourna la tête pour dérober au jeune lord la vue des larmes qu'elle réussit à retenir et à sécher, car l'attendrissement d'Arthur l'avait promptement gagné. Elle n'osa lever les yeux sur lui dans la crainte qu'il ne lût trop de joie dans ce regard. Son instinct de femme lui faisait sentir qu'à cette heure dangereuse, elle devait ensevelir son amour au fond de son cœur. Cependant, le silence pouvait être également redoutable. En s'apercevant que Lord Grenville était hors d'état de prononcer une parole, Julie reprit d'une voix douce. « Vous êtes touché de ce que je vous ai dit, milord. Peut-être cette vive expansion est-elle la manière que prend une âme gracieuse et bonne comme l'est la vôtre pour revenir sur un faux jugement. Vous m'aurez cru ingrate en me trouvant froide et réservée, ou moqueuse et insensible pendant ce voyage qui, heureusement, va bientôt se terminer.
Je n'aurais pas été digne de recevoir vos soins, si je n'avais su les apprécier. Milord, je n'ai rien oublié. Hélas, je n'oublierai rien, ni la sollicitude qui vous faisait veiller sur moi, comme une mère veille sur son enfant, ni surtout la noble confiance de nos entretiens fraternels, la délicatesse de vos procédés, séductions contre lesquelles nous sommes toutes sans armes. Milord, il est hors de mon pouvoir de vous récompenser. À ce mot, Julie s'éloigna vivement, et Lord Grenville ne fit aucun mouvement pour l'arrêter. La marquise alla sur une roche, à une faible distance, et y resta immobile. Leurs émotions furent un secret pour eux-mêmes. Sans doute, ils pleurèrent en silence. Les chants des oiseaux, si gais, si prodigues, d'expressions tendres au coucher du soleil, durent augmenter la violente commotion qui les avait forcés de se séparer. La nature se chargeait de leur exprimer en amour, un amour dont ils n'osaient parler. « Eh bien, milord » reprit Julie en se mettant devant lui dans une attitude pleine de dignité qui lui permit de prendre la main d'Arthur. « Je vous demanderai de rendre pure et sainte la vie que vous m'avez restituée. Ici, nous nous quitterons. Je sais, ajouta-t-elle en voyant pâlir Lord Grenville, que, pour prix de votre dévouement, je vais exiger de vous un sacrifice encore plus grand que ceux dont l'étendue devrait être mieux reconnue par moi. Mais il le faut. Vous ne resterez pas en France. Vous le commandez, n'est-ce pas, vous donner des droits qui seront sacrés, ajouta-t-elle en mettant la main du jeune homme sur son cœur palpitant. Oui, dit Arthur en se levant. En ce moment, il montra d'Aiglemont qui tenait sa fille dans ses bras et qui parut de l'autre côté d'un chemin creux sur la balustrade du château. Il y avait grimpé pour y faire sauter sa petite Hélène. Julie, je ne vous parlerai point de mon amour, nos âmes se comprennent trop bien. Quelque profonds, quelque secrets que fussent mes plaisirs de cœur, vous les avez tous partagés. Je le sens, je le sais et je le vois. Maintenant, j'acquiers la délicieuse preuve de la constante sympathie de nos cœurs, mais je fuirai. J'ai plusieurs fois calculé trop habilement les moyens de tuer cet homme pour pouvoir y toujours résister, si je restais près de vous. J'ai eu la même pensée, dit-elle en laissant paraître sur sa figure troublée les marques d'une surprise douloureuse. Mais il y avait tant de vertus, tant de certitude d'elle-même et tant de victoires secrètement remportées sur l'amour dans l'accent et le geste qui échappèrent à Julie, que Lord Grenville demeura pénétré d'admiration. L'ombre même du crime s'était évanouie dans cette naïve conscience. Le sentiment religieux qui dominait sur ce beau front devait toujours en chasser les mauvaises pensées involontaires que notre imparfaite nature engendre, mais qui montrent tout à la fois la grandeur et les périls de notre destinée. Alors, reprit-elle, j'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait sauvée, reprit-elle en baissant les yeux. Perdre votre estime, n'était-ce pas mourir? Ces deux héroïques amants restèrent encore un moment silencieux, occupés à dévorer leur peine. Bonnes et mauvaises, leurs pensées étaient fidèlement les mêmes. Et ils s'entendaient aussi bien dans leurs intimes plaisirs que dans leurs douleurs les plus cachées. Je ne dois pas murmurer. Le malheur de ma vie est mon ouvrage, ajouta-t-elle en levant au ciel des yeux pleins de larmes. Milord,
s'écria le général de sa place en faisant un geste. Nous nous sommes rencontrés ici pour la première fois. Vous ne vous en souvenez peut-être pas. Tenez là-bas, près de ces peupliers. L'Anglais répondit par une brusque inclination de la tête. Je devais mourir jeune et malheureuse, répondit Julie. Oui. Ne croyez pas que je vive. Le chagrin sera tout aussi mortel que pouvait l'être la terrible maladie de laquelle vous m'avez guérie. Je ne me crois pas coupable. Non, les sentiments que j'ai conçus pour vous sont irrésistibles, éternels, mais bien involontaires. Et je veux rester vertueuse. Cependant, je serai tout à la fois fidèle à ma conscience d'épouse, à mes devoirs de mère et aux vœux de mon cœur. Écoutez, lui dit-elle d'une voix altérée. Je n'appartiendrai plus à cet homme. Jamais. Et par un geste effrayant d'horreur et de vérité, Julie montra son mari. Les lois du monde, reprit-elle, exigent que je lui rende l'existence heureuse. J'y obéirai. Je serai sa servante. Mon dévouement pour lui sera sans borne. Mais d'aujourd'hui, je suis veuve. Je ne veux être une prostituée ni à mes yeux ni à ceux du monde. Si je ne suis point à monsieur d'Aiglemont, je ne serai jamais à un autre. Vous n'aurez de moi que ce que vous m'avez arraché. Voilà l'arrêt que j'ai porté sur moi-même, dit-elle en regardant Arthur avec fierté. Et il est irrévocable, milord. Maintenant, apprenez que si vous cédiez à une pensée criminelle, la veuve de monsieur d'Aiglemont entrerait dans un cloître, soit en Italie, soit en Espagne. Le malheur a voulu que nous ayons parlé de notre amour. Ces aveux étaient inévitables peut-être, mais que ce soit pour la dernière fois que nos cœurs aient si fortement vibré. Demain, vous feindrez de recevoir une lettre qui vous appelle en Angleterre, et nous nous quitterons pour ne plus nous revoir. Cependant, Julie, épuisée par cet effort, sentit ses genoux fléchir. Un froid mortel la saisit. Et par une pensée bien féminine, elle s'assit pour ne pas tomber dans les bras d'Arthur. « Julie !» cria lord Grenville. Ce cri perçant retentit comme un éclat de tonnerre. Cette déchirante clameur exprima tout ce que l'amant, jusque-là muet, n'avait pu dire. « Eh bien, qu'a-t-elle donc » demanda le général. En entendant ce cri, le marquis avait hâté le pas et se trouva soudain devant les deux amants. « Ce ne sera rien, dit Julie, avec cet admirable sang-froid que la finesse naturelle aux femmes leur permet d'avoir assez souvent dans les grandes crises de la vie. La fraîcheur de ce noyer a failli me faire perdre connaissance, et mon docteur a dû en frémir de peur. Ne suis-je pas pour lui comme une œuvre d'art qui n'est pas encore achevée? Il a peut-être tremblé de l'avoir détruite. » Elle prit audacieusement le bras de lord Grenville, sourit à son mari, regarda le paysage avant de quitter le sommet des rochers, et entraîna son compagnon de voyage en lui prenant la main. « Voici certes le plus beau site que nous ayons vu, » dit-elle. « Je ne l'oublierai jamais. Voyez donc, Victor, quel lointain, quelle étendue et quelle variété. Ce pays me fait concevoir l'amour. » Riant d'un rire presque convulsif, mais riant de manière à tromper son mari, elle sauta gaiement dans les chemins creux et disparut. « Et quoi, aussitôt ?» dit-elle quand elle se trouva loin de monsieur d'Aiglemont. « Et quoi, mon ami, dans un instant nous ne pourrons plus être, et ne serons plus jamais nous-mêmes. Enfin, nous ne vivrons plus. »« Allons lentement, » répondit lord Grenville. « Les voitures sont encore loin. Nous marcherons ensemble, et s'il nous est permis de mettre des paroles dans nos regards, nos cœurs vivront un moment de plus. » Ils se promenèrent sur la levée, au bord des eaux, aux dernières lueurs du soir, presque silencieusement, disant de vagues paroles, douces comme le murmure de la Loire, mais qui remuaient l'âme
Le soleil, au moment de sa chute, les enveloppa de ses reflets rouges avant de disparaître. Image mélancolique de leur fatal amour. Très inquiet de ne pas retrouver sa voiture à l'endroit où il s'était garé, le général suivait ou devançait les deux amants, sans se mêler de la conversation. La noble et délicate conduite que Lord Grenville tenait pendant ce voyage avait détruit les soupçons du marquis. Et depuis quelque temps, il laissait sa femme libre, en se confiant à la foi punique du Lord Docteur. Arthur et Julie marchèrent encore dans le triste et douloureux accord de leur cœur flétri. Naguère, en montant à travers les escarpements de Montcontour, ils avaient tous deux une vague espérance, un inquiet bonheur dont ils n'osaient pas se demander compte, mais en descendant le long de la levée, ils avaient renversé le frêle édifice construit dans leur imagination et sur lequel ils n'osaient respirer, semblables aux enfants qui prévoient la chute des châteaux de cartes qu'ils ont bâtis. Ils étaient sans espérance. Le soir même, Lord Grenville partit. Le dernier regard qu'il jeta sur Julie prouva malheureusement que, depuis le moment où la sympathie leur avait révélé l'étendue d'une passion si forte, il avait eu raison de se défier lui-même. Quand M. d'Aiglemont et sa femme se trouvèrent le lendemain assis au fond de leur voiture, sans leur compagnon de voyage, et qu'ils parcoururent avec rapidité la route, jadis faite en 1814 par la marquise, alors ignorante de l'amour et qui en avait alors presque maudit la constance, elle retrouva 1000 impressions oubliées. Le cœur a sa mémoire à lui. Telle femme incapable de se rappeler les événements les plus graves se souviendra pendant toute sa vie des choses qui importent à ses sentiments. Aussi, Julie eut-elle une parfaite souvenance des détails même frivoles. Elle reconnut avec bonheur les plus légers accidents de son premier voyage et jusqu'à des pensées qui lui étaient venues à certains endroits de la route. Victor, redevenu passionnément amoureux de sa femme depuis qu'elle avait recouvré la fraîcheur de la jeunesse et toute sa beauté, se serra près d'elle à la façon des amants. Lorsqu'il essaya de la prendre dans ses bras, elle se dégagea doucement et trouva je ne sais quel prétexte pour éviter cette innocente caresse. Puis bientôt, elle eut horreur du contact de Victor, de qui elle sentait et partageait la chaleur par la manière dont ils étaient assis. Elle voulut se mettre seule sur le devant de la voiture, mais son mari lui fit la grâce de la laisser au fond. Elle le remercia de cette attention par un soupir auquel il se méprit. Et cet ancien séducteur de garnison, interprétant à son avantage la mélancolie de sa femme, la mit à la fin du jour dans l'obligation de lui parler avec une fermeté qu'il lui imposa. « Mon ami, lui dit-elle, vous avez déjà failli me tuer. Vous le savez. Si j'étais encore une jeune fille sans expérience, je pourrais recommencer le sacrifice de ma vie. Mais je suis mère. J'ai une fille à élever. Et je me dois autant à elle qu'à vous. Subissons un malheur qui nous atteint également. Vous êtes le moins à plaindre. N'avez-vous pas su trouver des consolations que mon devoir, notre honneur commun, et mieux que tout cela, la nature m'interdise? Tenez, ajouta-t-elle, vous avez étourdiment oublié dans un tiroir 3 lettres de Madame de Sérizy. Les voici. Mon silence vous prouve que vous avez en moi une femme pleine d'indulgence et qui n'exige pas de vous les sacrifices auxquels les lois la condamnent. Mais j'ai assez réfléchi pour savoir que nos rôles ne sont pas les mêmes et que la femme seule est prédestinée au malheur. Ma vertu repose sur des principes arrêtés et fixes. Je saurai vivre irréprochable, mais laissez-moi vivre. Le marquis, abasourdi par la logique que les femmes savent étudier aux clartés de l'amour, fut subjugué
par l'espèce de dignité qui leur est naturelle dans ces sortes de crises. La répulsion instinctive que Julie manifestait pour tout ce qui froissait son amour et les vœux de son cœur est une des plus belles choses de la femme, et vient peut-être d'une vertu naturelle que ni les lois ni la civilisation ne feront taire. Mais qui donc oserait blâmer les femmes quand elles ont imposé silence au sentiment exclusif qui ne leur permet pas d'appartenir à deux hommes? Ne sont-elles pas comme des prêtres sans croyance? Si quelques esprits rigides blâment l'espèce de transaction conclue par Julie entre ses devoirs et son amour, les âmes passionnées lui en feront un crime. Cette réprobation générale accuse ou le malheur qui atteint les désobéissances aux lois ou de bien tristes imperfections dans les institutions sur lesquelles repose la société européenne. 2 ans se passèrent, pendant lesquels M. et Mme d'Aiglemont menèrent la vie des gens du monde, allant chacun de leur côté, se rencontrant dans les salons, plus souvent que chez eux. Élégant divorce, par lequel se terminent beaucoup de mariages dans le grand monde. Un soir, par extraordinaire, les 2 époux se trouvaient réunis dans leur salon. Madame d'Aiglemont avait eu à dîner l'une de ses amies. Le général, qui dînait toujours en ville, était resté chez lui. « Vous allez être bien heureuse, Madame la Marquise, » dit M. d'Aiglemont en posant sur une table la tasse dans laquelle il venait de boire son café. Le marquis regarda Madame de Wimphen d'un air moitié malicieux, moitié chagrin, et ajouta « Je pars pour une longue chasse, où je vais avec le grand veneur. Vous serez au moins pendant 8 jours absolument veuve. Et c'est ce que vous désirez, je crois. » « Guillaume, dit-il au valet, qui vint enlever les tasses, faites atteler. » Madame de Wimphen était cette Louisa à laquelle jadis Madame d'Aiglemont voulait conseiller le célibat. Les 2 femmes se jetèrent un regard d'intelligence qui prouvait que Julie avait trouvé dans son amie une confidente de ses peines, confidente précieuse et charitable. Car Madame de Wimphen était très heureuse en mariage. Et dans la situation opposée où elles étaient, peut-être le bonheur de l'une faisait-il une garantie de son dévouement au malheur de l'autre. En pareil cas, la dissemblance des destinées est presque toujours un puissant lien d'amitié. « Est-ce le temps de la chasse ?» dit Julie en jetant un regard indifférent à son mari. Le mois de mars était à sa fin. Madame, le grand veneur chasse quand il veut et où il veut. Nous allons en forêt royale tuer des sangliers. Eh bien, prenez garde qu'il ne vous arrive quelque accident. Un malheur est toujours imprévu, répondit-il en souriant. La voiture de monsieur est prête, dit Guillaume. Le général se leva, baisa la main de Madame de Wimphen et se tourna vers Julie. Madame, si je périssais victime d'un sanglier, dit-il d'un air suppliant. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda Madame de Wimphen. Allons. Venez, dit Madame d'Aiglemont à Victor. Puis elle sourit, comme pour dire à Louisa, tu vas voir. Julie tendit son cou à son mari, qui s'avança pour l'embrasser. Mais la marquise se baissa de telle sorte que le baiser conjugal glissa sur la ruche de sa pèlerine. Vous en témoignerez devant Dieu, reprit le marquis en s'adressant à Madame de Wimphen. Il me faut un firman pour obtenir cette légère faveur. Voilà comment ma femme entend l'amour. Elle m'a amené là, je ne sais par quelle ruse. Bien du plaisir. Et il sortit. Mais ton pauvre mari est vraiment bien bon, s'écria Louisa, quand les 2 femmes se trouvèrent seules. Il t'aime. Oh, n'ajoute pas une syllabe à ce dernier mot. Le nom que je porte me fait horreur. Oui, mais Victor t'obéit entièrement, dit Louisa. Son obéissance, répondit Julie, est en partie fondée sur la grande estime que je lui ai inspirée. Je suis une femme très vertueuse selon les lois.
Je lui rends sa maison agréable, je ferme les yeux sur ses intrigues, je ne prends rien sur sa fortune, il peut en gaspiller les revenus à son gré. J'ai soin seulement d'en conserver le capital. À ce prix, j'ai la paix. Il ne s'explique pas, on ne veut pas s'expliquer mon existence. Mais si je mène ainsi mon mari, ce n'est pas sans redouter les effets de son caractère. Je suis comme un conducteur d'ours qui tremble qu'un jour la muselière ne se brise. Si Victor croyait avoir le droit de ne plus m'estimer, je n'ose prévoir ce qui pourrait arriver. Car il est violent, trop plein d'amour-propre, de vanité surtout. Il n'a pas l'esprit assez subtil pour prendre un parti sage dans une circonstance délicate où ses passions mauvaises seront mises en jeu. Il est faible de caractère. Et me tuerait peut-être provisoirement, quitte à mourir de chagrin le lendemain. Mais ce fatal bonheur n'est pas à craindre. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Et voilà, je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée et à bientôt.